Fondation Caritas. Donc, je souhaitais accueillir Alexandre Jardin. Donc, nous faisons à peu près 2 fois par an des réunions de ce type où nous invitons un intervenant. Il y a quelques mois, c'était Frédéric Lenoir. Et nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir. Et vous avez un public de faiseux, de personnes qui essayent sur le terrain de travailler, soit en France, soit dans le monde, à favoriser des initiatives de lutte contre l'exclusion, de lutte contre la pauvreté. Voilà, donc vous allez avoir un auditoire particulièrement attentif et engagé dans toutes les actions que vous connaissez par ailleurs. Voilà, alors je vais laisser Pierre Levenet faire la vraie présentation. Moi, ce n'était qu'un mot d'accueil et d'introduction. Et Pierre va nous en dire un peu plus avant qu'on ne vous écoute et qu'on puisse ensuite échanger avec vous. Merci, Monsieur le Président. Alors, merci beaucoup, Alexandre, d'avoir accepté l'invitation de Caritas, parce que je crois savoir que vous avez énormément de sollicitations et que vous êtes aujourd'hui un peu surbooké. Alors, merci. Vous disposez de 55 minutes. Donc, moi, j'avais prévu une présentation un peu plus longue. Je ne vais pas la faire parce que ce n'est pas moi qui est intéressant d'écouter. C'est plutôt vous. Je vais vous dire que moi, je vous ai vu. Vous êtes effectivement écrivain. On ne va pas revenir là-dessus. Je vous ai vu à Unicité, parce que vous êtes un des parrains d'Unicité, le service civique, ce service civique qui met des jeunes en action. Je vous ai entendu à ce moment-là, et avec Jean-Marie Destré qui est dans la salle, on s'est dit, ce serait bien qu'un jour, au Cercle Caritas, nous puissions bénéficier de l'apport de Monsieur Jardin. Et donc, voilà. Et ce qui m'a intéressé, c'est effectivement l'idée que vous défendez, qu'un certain nombre de gens en France, dans le monde associatif et au-delà du monde associatif, prennent des initiatives, se battent pour plus de solidarité, de lien entre les personnes. On voit, nous, à Caritas, beaucoup de jeunes arriver avec des projets qui nous bousculent. Et donc, vous parlez effectivement des faiseux, et vous allez peut-être nous en dire un peu plus dans une société aujourd'hui qui a besoin, à mon avis, de sens et de retrouver du sens, et particulièrement le sens de la solidarité. Alors, merci d'être là. Je ne sais pas très bien quoi vous dire. Je vais juste vous dire ce que l'on fait et vous allez me raconter ce que vous faites. Et puis on va regarder si on peut faire plus ensemble. Parce que c'est le sens profond de l'aventure de Bleu Blanc Zèbre. D'où mon intérêt profond pour ce que fait Caritas. C'est-à-dire l'expertise que vous avez et qui, pour nous, est extraordinairement précieuse pour l'avenir du pays. À partir du moment où des structures existent, on a l'habitude de l'évaluation, on a l'habitude de la complexité de l'évaluation, c'est-à-dire que les chiffres ne suffisent pas, la qualité des gens que l'on a en face de nous est peut-être plus importante encore que bien des choses, que bien d'autres critères. On est parti d'une idée simple, ou plutôt je suis parti d'une idée simple. Il y a 17 ans, j'ai commencé à sortir de ma vie confortable de romancier. Je menais une vie complètement hors sol, de romancier à succès. Je faisais des films avec Sophie Marceau et j'étais complètement à l'ouest. Bon. Et puis, comme tout le monde, je voyais ce qui se passait, ou plutôt ce qui ne se passait pas, les problèmes qui ne se réglaient plus. Et j'ai vu l'envolée du vote extrême pendant les années 90, et c'est pas ça qui m'a inquiété. Ce qui m'a inquiété, c'était les raisons. Qu'est-ce qui faisait qu'à un moment donné, autant de gens lâchaient la rampe et sortaient d'un chemin de raison? Et c'est vrai que quand on dit à quelqu'un qu'il ne faut pas faire certaines choses parce que ça mène en enfer, s'il est déjà en enfer, il s'en fout. Il s'en fout. Or, il y avait une partie du pays qui déjà commençait à lâcher véritablement la rampe, pour toutes sortes de raisons, à se sentir complètement périphérique, incompris. Et à l'époque, je suis parti d'une méthode simple, qui doit recouper, je suppose, les démarches de pas mal d'entre nous ici. Je me suis demandé ce que nous pouvions faire comme simples citoyens. Comment, à partir de soi,
on pouvait commencer à réparer les grandes fractures du pays. Et on est parti d'une idée assez simple au début. On était une douzaine dans mon salon chez moi à Paris, avec pas mal de journalistes, et que j'avais rassemblés parce que je savais que c'était des gens très curieux, qui avaient vu beaucoup de choses bizarres. Et à un moment, De Closet dit « J'ai vu quelque chose à Brest, au milieu des conversations. J'ai failli en faire une émission de télé, et j'ai compris que c'était beaucoup plus vaste qu'une émission de télé, que ça ne pouvait pas fonctionner. » Et il me raconte que l'Office des retraités de Brest embarquait les retraités de la ville depuis déjà une quinzaine d'années pour transmettre le plaisir de la lecture aux enfants des écoles maternelles et primaires. Et qu'on avait observé que dans le même quartier, quand il y avait des retraités qui faisaient ça ou pas, on avait 3 à 4 fois plus de livres qui sortaient d'une bibliothèque scolaire. C'est-à-dire des chiffres assez considérables. Des variations, en tout cas, assez considérables. J'étais là-bas pour poser des questions aux gens. Ils étaient un peu surpris qu'on s'intéresse, parce que pendant 15 ans, personne ne s'était intéressé à leur action. Et il m'a semblé évident qu'ils avaient inventé quelque chose de reproductible, de peu cher, de très joyeux. Les gens étaient très heureux de faire ça. C'était très frappant. Donc, qui était vraiment gagnant pour les anciens, les petits. Enfin, il y avait une alliance entre les générations qui se tissait. Mais c'était resté dans un bocal pendant 15 ans à Brest. C'était l'Office des retraités de Brest qui organisait ça. Il y avait un type assez étonnant à la tête de ça. Et je leur ai tout de suite dit, on va faire ça dans toute la France. Ils ont ri. Ils m'ont dit, vous n'imaginez pas, avec les inspections d'académie, l'éducation nationale, les syndicats enseignants, les machins, les trucs, ça ne marchera jamais. Et on a mis en place une méthode qu'on a appliquée dans beaucoup d'autres programmes, qui est, au lieu de réinventer des structures, de regarder comment, en faisant du Lego, on pouvait faire coopérer des structures complémentaires sur le plan territorial et complémentaires sur le plan politique, sociologique, pour arriver à couvrir un territoire. J'ai commencé par convaincre la Ligue de l'enseignement de développer cette pratique. Je ne connaissais pas la Ligue de l'enseignement, je les ai rencontrés par hasard dans un monastère. Drôle d'endroit. Oui, à Fontevraud. Dans l'abbaye de Fontevraud, il y avait un bonhomme assis à côté de moi à une table, et je lui demande ce qu'il fait, il me raconte ce qu'est la Ligue. Et je lui dis, c'est marrant, je vous cherchais. Et la Providence, etc. Bon. Il m'explique ce qu'ils font, je vais les voir à Paris. Je comprends très vite que c'est un cheval de Troie qui va me permettre de rentrer dans le monde enseignant sans affoler l'univers de l'éducation nationale, avec une pratique née à Brest. Et je tombe sur des gens extrêmement sincères dans leur engagement, des gens qui avaient quitté les partis politiques et qui, au fond, se mettaient en règle par rapport à leur engagement idéologique par de l'action concrète. Ceux qui me plaisent. Et très vite, je comprends que si je ne pars qu'avec la Ligue de l'enseignement, je n'aurai pas accès à l'enseignement privé. Et qu'en Vendée, si la Ligue téléphone à l'école catholique du coin, ça ne va pas très bien se passer. Donc, or, il y a un échec scolaire massif dans tous les départements où on a un enseignement catholique extrêmement populaire, qui a les mêmes difficultés sociologiques, etc. Donc, rapidement, je comprends qu'il nous faut un deuxième réseau. On arrive à convaincre, ça a été assez long, parce qu'il y a plein de membres, l'UNAF, les associations familiales. On démarre par les protestants, puis ensuite, finalement, ils acceptent de coopérer avec la Ligue, c'est-à-dire la carpe et le lapin. La culture de la Ligue et la culture des associations familiales, c'est hallucinant que ça ait marché. J'ai donc appris que l'on pouvait, dans un pays très fracturé idéologiquement, dépasser ces frontières-là si le sens était évident. Et résorber les 20% d'enfants qui ne maîtrisent pas l'écrit, en pariant sur l'alliance entre les générations, pour vacciner les enfants contre l'échec scolaire, en démarrant dès la moyenne section de maternelle, ça a semblé à tout le monde évident, aussi bien à la Ligue qu'aux associations familiales. Donc j'ai compris que ce pays était réparable. Par en bas, par les faiseux,
qui, au fond, quelles que soient leurs différences, leurs sensibilités, ont comme point commun d'être des gens d'action. Véritablement des gens d'action. Et qui, par leurs actes, développent des réflexes qui leur donnent plus de points communs que de différences, de sensibilité. Donc, on s'est lancé là-dedans. Aujourd'hui, on a 19 000 bénévoles. On s'occupe de 650 000 enfants par année. Ça couvre les 100 départements, dom-tom compris. Ça marche. On a une croissance énorme. On recrute énormément. Et mon objectif, c'est d'atteindre un jour 100 000 retraités, de normaliser le fait de prendre sa retraite en vivant avec des enfants de son quartier, dans l'école du coin. Le jour où on en a 100 000, mais pour moi, le plus dur, c'est de passer de 0 à 20 000. Parce que maintenant, les structures existent, le système scolaire a digéré. Le jour où on en a 100 000, on fait une nation de lecteurs. Et donc, on répare énormément, on anticipe énormément de fractures, puisque si on met dans une logique de réussite scolaire, quand même, on répare énormément de choses. Résorber l'échec scolaire, c'est aussi résorber des gisements de violence, puisqu'un adolescent qui n'a pas de mots, ça cogne. En tout cas, c'est beaucoup plus en danger. Donc, c'est un programme de prévention contre la violence, c'est un programme de vaccination contre l'échec scolaire, c'est un programme d'intégration pour les anciens. Au fond, le vieux modèle né après la guerre avec les retraites est surréaliste quand on vit 100 ans. Ça n'a pas de sens. Il va bien falloir qu'on s'organise autrement pour que tout le monde vive ensemble sur la durée d'une vie, en ayant une fonction profondément utile et reconnue par tout le monde. Donc, il m'a semblé que c'était un débouché de grande qualité et efficace pour le pays. Il m'a semblé également qu'on pouvait, là-dessus, construire également de grands projets européens, au moment où l'Europe ne fonctionne plus. C'est-à-dire qu'à terme, dans mon idée, nos très grands programmes ont vocation à converger pour faire des choses ensemble en Europe et réussir des choses ensemble. Lire et faire lire, ça peut être un projet. On a des sociétés civiles, on a des chèques scolaires en Allemagne, en Hollande, on a des problèmes d'apprentissage de la lecture. Toutes les sociétés européennes ont ça. Et tout le monde a du vieillissement. Donc ça démarre comme ça. Et puis ensuite, pendant une quinzaine d'années, j'ai passé mon temps à construire des programmes de ce genre. On en a construit comme vous. À chaque fois que je voyais quelque chose qui me scandalisait, je construisais un programme. Quand j'ai appris qu'il y avait une crise du volontariat des pompiers, et que j'ai compris que les pompiers prenaient vraiment pour de vrai des frigos sur leurs camions dans les cités, on a modélisé un truc qui a très 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 bien fonctionné à Évry. On a demandé au colonel des pompiers du coin, colonel Caron, de modéliser un système pour former les jeunes des cités les plus difficiles pour qu'ils deviennent pompiers de leur collège. Ça permettait d'avoir un produit d'appel pour un dispositif de l'éducation nationale qui s'appelle l'école ouverte, qui est un outil anti-violence très efficace, puisque si les jeunes ont une expérience de leur collège différente le week-end et pendant les vacances, on les récupère le lundi en cours de maths dans une autre disposition d'esprit, une autre relation avec leur collège. Et pour ça, il faut des produits d'appel. Comme c'est pas obligatoire, il faut qu'ils aient envie. Et les pompiers, ça me paraissait... Ça a fonctionné formidablement. Et dans des cités d'Évry très compliquées, on arrivait à faire mettre des uniformes aux jeunes qui étaient très valorisés. J'ai compris également que la culture des pompiers fonctionnait très très bien sur les caïds, notamment parce qu'ils ont un rapport physique. Les pompiers vous touchent. Ils passent leur temps à attraper le corps des gens, à les porter. Ils n'ont pas peur physiquement. Alors que les enseignants ont un problème et n'osent plus aujourd'hui en France toucher. Et j'ai vu des entraînements avec des jeunes qui refusaient de faire des pompes et un colonel jeter à terre un jeune de 16 ans et lui dire « tu fais comme moi, des pompes ». Et démarrer, faire des pompes à côté. Et le type l'a fait avec naturel. Et le jeune... Et puis, un pompier, c'est costaud, donc on hésite. Bon. Avant de mettre une baffe.
Et en fait, j'ai compris à travers tous ces programmes que l'énorme créativité de la société engageait des cultures différentes, alors que les dispositifs d'État partent d'un citoyen abstrait. Et c'est peut-être la chose qui m'a le plus intéressé. Quand vous récupérez des pompiers et que vous formez... On est arrivé à implanter ce programme dans une 50aine de cités en Île-de-France, avec l'ensemble des colonels. Le programme s'est arrêté ensuite pour toutes sortes de raisons. Mais j'ai compris que si on part non pas d'un être abstrait, mais d'un être réel qui vient avec sa culture professionnelle, on arrive à cette incroyable diversité d'outils qui correspond à la diversité de l'espèce. Des adolescents, que donc, si on se permet de raisonner à partir de l'initiative, on répond à la complexité. Et quand on s'est rencontrés à Unicité, voilà typiquement un exemple parfait de dysfonctionnement public. Unicité invente, en France, le service civique. Marie Trélucan lève des fonds, se bat pendant 15 ans, importe ça. Moi, je l'ai rencontrée au tout début. Elle avait une copine américaine qui avait vu que Clinton lançait ça aux États-Unis. Elle a acclimaté le système américain, et pendant 15 ans, elle s'est battue avec son savoir-faire. Et la grande professionnelle de cette activité, c'est Marie Trélucan, pour des raisons historiques. C'est vraiment elle. L'américaine est rentrée aux États-Unis, mais Marie est restée. Quand l'État a créé le service civique, que s'est-il passé? La France dans toute sa beauté. Une expérience extrêmement positive, un savoir-faire accumulé, une équipe compétente. L'État crée un dispositif public, dans sa grandeur, vire Marie Trélucan, lui demande de rédiger la charte. La loi s'inspire de son savoir-faire, et ensuite arrivent les technos. Et à partir d'une pratique qui était née du terrain et qui avait la souplesse du terrain, on va mettre en place des dispositifs publics avec des cases et des tableaux Excel. Et récemment, je me suis retrouvé dans une réunion avec des maires en Loire-Atlantique. Il y avait un parfait techno qui était le préfet de région, qui engueulait évidemment les élus locaux en leur disant... Ne dites pas trop de mal des préfets dans cette maison, il y en a quelques-uns, mais bon. Il y avait un préfet de région sans grandeur qui engueulait les élus locaux comme des petits-enfants en leur disant que l'État avait fait son devoir et que vraiment c'était des moins que rien de ne pas jouer le jeu. Il ne lui est pas passé par la tête de demander aux gens humblement pourquoi. Et en pratique, il s'avère que tous les critères bien administratifs, toutes les cases qu'il fallait remplir, étaient inopérantes par rapport aux besoins des maires. Et quand je suis passé à table, moi j'ai posé la question aux maires qui étaient là. J'ai dit pourquoi? C'est juste pour emmerder le monde ou vous êtes malfaisants et ils m'ont raconté X histoires où tout à coup ils avaient un entraîneur sportif qui était très compétent, ils voulaient le mettre, mais le type n'avait pas le BAFA. Et quand on lui a proposé d'aller jouer à Colin Maillard pour avoir le nombre de trucs, le type les a plantés et il leur a dit poliment terminé. Donc tous ces critères qui sont des critères qui viennent de la culture administrative, quand ça rentre, au fond, quand on vire Marie Trélucan et qu'on fait venir les petits gris, ils viennent avec la logique des petits gris. Ce qui fait que le service civique, c'est pas pour en dire du mal, c'est dire que simplement, on n'a pas fait confiance aux vrais opérateurs, aux opérateurs historiques. Et donc, pour moi, la grande leçon, c'est que si on accélère sur le plan public l'action, il faut avoir l'humilité de dire « je ne sais pas, je vais faire confiance à ceux qui savent », aux gens de terrain, aux praticiens et non pas aux techniciens. Mais avoir cette humilité-là, ça ne fait pas partie de notre culture publique. L'exemple de Marie Trélucan est très, très éloquent. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand les Zèbres viennent de signer un accord avec la région PACA pour prendre beaucoup plus de jeunes en service civique, moi, je les confie à Marie Trélucan. Parce que je sais qu'avec Unicité,
c'est la qualité des missions de service civique qui sera au rendez-vous. Or, vous pouvez balancer un nombre de services civiques, si les missions ne sont pas des missions de qualité, vous faites semblant, vous faites du chiffre. Vous remplissez des tableaux Excel. Mais vous ne réparez pas un être humain, vous ne lui donnez pas une confiance en lui. Donc, pour moi, la grande leçon, c'est que si on fait de l'extension dans des partenariats avec la puissance publique, il faut retirer les gros doigts de la puissance publique, respecter la compétence, respecter. En fait, être humble en face des gens qui font. Alors, il y a 3 ans, j'ai vu que, comme tout le monde, que le pays n'allait pas fort. Je me suis bien douté que les vieux systèmes se défendraient, et en accord avec des systèmes médias qui font écran, essaieraient de minimiser ce qui était en train de se passer. Mais dans la réalité, le pays est en train de dévisser, vous le savez tous, par vos programmes. En parlant avec le président des maires ruraux, j'ai appris quelque chose qui est d'une simplicité inouïe, mais qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas. Quand vous allumez la télé, ou vous lisez un journal, vous voyez un taux de croissance français. Et vous croyez que ça existe. C'est une moyenne mathématique qui ne recouvre rien. L'Île-de-France, me dit le président des maires ruraux, recouvre, fait structurellement 1 point de croissance de plus que l'ensemble du territoire. Ce qui veut dire que quand on est à 0,5, 0,7, vous allumez votre télé, vous dites, tiens, il y a encore de la croissance. Ça veut dire que 90% du territoire est en récession depuis des années, des années. Ce qui crée des glissements de terrain sociaux d'une ampleur historique absolument effarante, qui ne se ressentent pas dans la machine média qui vit à Paris, où les bistrots sont encore ouverts. Et vous sortez dans la rue du Bac, on pourrait croire que le pays ne dévisse pas. Mais le pays dévisse. Et il dévisse à vitesse accélérée. Ça veut dire que cumulé sur des années, on a des logiques de paupérisation, d'enquistement. J'ai passé pas mal de temps récemment, on a fait pas mal d'allers-retours, on va implanter de plus en plus de programmes dans le Nord, dans le bassin des Houillères. Il y a à peu près 400 000 personnes dans le bassin des Houillères. Il y a une grande partie des communes qui vivent avec un revenu médian de 6 000 euros par an. 6 000 euros par an. Ça veut dire qu'il n'y a plus du tout, évidemment, de commerce. S'il y a un centre social qui fonctionne, c'est le bout du monde. Ça veut dire également qu'il y a tous les gens que vous connaissez à travers vos programmes qui ont une si basse estime d'eux-mêmes, parce qu'en fait, à 6 000 euros, on perd tout. J'étais très frappé. Il y a quelque temps, on était avec Guillaume, dans le bassin des Houillères, et je parlais avec une dame dans un coron où tout est déglingué. C'est-à-dire qu'il y avait la moitié des portes qui étaient boulonnées avec des plaques de tôle, parce que quand les gens meurent, on ne les remplace pas. Ambiance dans la rue. Et je parlais avec une dame, et il y a des pneus au fond de son jardin. Et je lui dis, pourquoi il y a des pneus dans votre jardin? Et elle me dit, c'est arrivé la semaine dernière. Je dis, comment c'est arrivé, les pneus? Et elle me dit, la route, la nuit, on dormait, les volets étaient fermés, on a entendu du bruit, il y a des gens qui sont venus transformer mon jardin en décharge de pneus. Et je dis à la dame, mais vous avez prévenu les gendarmes ou... Et elle me regarde étonnée, elle me fait, dame, non. Et je lui dis, mais madame, on n'a pas le droit de mettre des pneus chez vous. Et elle me regarde avec l'œil... C'était quelqu'un chez qui on pouvait aller mettre des pneus. C'est-à-dire qu'elle était... Et je comprends en parlant avec elle que... Et pourtant, ce n'était pas une dame qui semblait au maximum de la pauvreté. Il y avait une maison, il y avait encore apparemment un bout de société qui fonctionnait. Et ça, c'est à 1h30 de Paris. Et c'est 400 000 personnes. Alors tout le monde n'est pas... mais quand même. Hein, Donc je me suis dit, il y a 3 ans, qu'est-ce qu'on fait? Et l'idée s'est imposée à moi
d'accélérer, au fond, le processus de rassemblement des faiseux. Je me suis dit, si on arrive à créer une masse critique en France d'opérateurs qui ont un savoir-faire, on va regarder, d'abord on va faire grossir cette masse, ensuite arriveront des gens comme Jean-François, qui vont nous engueuler, parce qu'évidemment tous ces leaders sont de forte nature, qui ont l'habitude de combattre seuls, qui n'ont pas forcément l'habitude de coopérer, et on va regarder si des synergies sont possibles. On va médiatiser ça, et on va signer des accords avec les régions, les agglomérations, pour financer des packages. 1, 2, 3, 4 actions. Qu'est-ce que ça donne pour soutenir la création d'entreprises ? 1, 2, 3, 4 actions. Qu'est-ce que ça donne en matière d'éducation ? Si vous prenez Lire et faire lire, il y a plein d'endroits, par exemple, où il n'y a pas de livres, de petites communes où les bibliothèques ne sont pas assez fournies. On a un autre zèbre qui s'appelle Lire, c'est partir, qui fournit des livres à 80 centimes et qui en vend 2 600 ou 700 000 par an et qui peut fournir une commune 100 €, 100 albums jeunesse, sport compris, ce qui permet de démarrer l'activité pour 2 billets de 50. Ça lève un problème pour les petites communes. Un vrai problème. Qu'est-ce qui se passe si on met les retraités avec Lire et faire lire, les bouquins de Lire c'est partir, et qu'on prend un des grands programmes, comme les Cordées de la réussite ou Zubdeco, pour prendre le monde des étudiants pour faire du soutien scolaire au collège. Si sur la même zone, vous mettez les retraités et les étudiants, est-ce que ça commence à avoir un effet ? C'est évident que oui. Donc on a intérêt tous à faire coopérer, à faire ce travail d'ingénierie qui n'est pas évident, et puis à raisonner par parcours. Parce qu'en fait, quand quelqu'un a un problème d'interdiction bancaire, si vous lui donnez un compte nickel, derrière, il y a un problème de logement, il y a un problème... Donc on a intérêt à venir avec des packages. Et en fait, les communes, les territoires, les régions ont besoin de nos outils, on a compris, en discutant avec eux, premièrement pour des histoires de délai. C'est-à-dire qu'eux-mêmes ont leur lourdeur bureaucratique, leur pression politique, leur besoin d'obtenir des résultats. Si on met en face un truc, par exemple, qui s'appelle des cafés contact emploi, qui vient d'Alsace, une structure qui travaille un territoire, qui va voir les entreprises en frappant, porte à porte, en leur demandant de qui avez-vous besoin lundi ? Le marché gris de l'emploi, qui n'apparaît pas. Rendez-vous dans un café avec les chômeurs, les entreprises se mettent debout sur une chaise, disent de qui ils ont besoin, plient une feuille de papier, écrivent le nom de l'entreprise, vont s'asseoir, et on dit aux gens, dans un café contact, tout le monde a leur entretien d'embauche dans les 5 minutes, sans CV. Or, tous ces gens ont envoyé des centaines de CV, et l'expérience montre que quand vous brisez la logique du CV, les gens changent d'avis quand ils se rencontrent. Une femme qui était venue pour un job de commercial repart avec un job de secrétaire de direction, parce qu'elle s'est entendue. En gros, dans les cafés contacts, 10% des gens retrouvent du travail. Je suis en train de travailler là en ce moment. On va les faire venir, mais c'est des structures lourdes, avec la CFDT. On s'est aperçu qu'en Île-de-France, la CFDT locale avait pris l'initiative de créer des forums pour l'emploi en faisant venir les DRH des entreprises pour lesquelles ils travaillent. Or, la CFDT, ils sont très nombreux et ils ont des contacts avec les DRH puisqu'ils négocient des accords salariaux, donc ils se connaissent. Ce qui veut dire que la capacité de mobilisation des DRH par une structure qui est déjà dans le monde économique va beaucoup plus vite. J'ai assisté récemment à un forum pour l'emploi à Villiers-le-Bel. Il y avait énormément d'entreprises. Comme jamais il y en a eu à Villiers-le-Bel. Donc on voit que sur une zone, on peut faire du café contact, on peut lever les entreprises à travers la CFDT. Et j'en passe, mais en fait, c'est la multiplication de ces opérateurs qui viennent avec des savoir-faire particuliers, qui bénéficient à chaque fois de l'emplacement où ils sont.
Parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup d'organisations qui peuvent accéder aussi vite à autant d'entreprises et au DRH. Donc on est en train de faire ce travail. C'est pas du tout facile, pas du tout simple. Tout le monde s'engueule, tout le monde a raison sur le mode d'organisation, mais ces engueulades sont saines. Parce qu'on apprend à s'engueuler, on apprend à vivre avec des tensions, or un système vivant doit vivre avec des tensions. Un système porté par la société doit apprendre à vivre avec des claquages de porte. L'idée aussi qu'on avait derrière la tête, c'était de trouver une masse critique de généraux du changement. Parce que derrière Marie Trélucan, il y a un grand général. Derrière le type de la CFDT qui fait ça, il y a un grand général. Derrière l'équipe qui dirige aujourd'hui Lire et faire lire, il y a vraiment des gens capables. Or, il m'a semblé qu'on ne pouvait pas sortir le pays de l'ornière en réfléchissant que de manière technocratique. Il faut bien arriver à isoler, à repérer, et c'est pour ça que ça m'intéresse autant ce que vous faites à Caritas, c'est que vous devez repérer non seulement des projets, mais il y a toujours une fille ou un type derrière. Et puis une équipe, et puis... Et en fait, je raisonne à partir de ce potentiel-là. Quelqu'un qui a monté le réseau de l'Andes, les 400 épiceries solidaires, Guillaume Barbst, est une forte nature, très compliqué à cornaquer. Tant mieux. Tant mieux. En fait, les vrais réparateurs du pays ne seront pas commodes. Ce sont des lutteurs. Les lutteurs sont un peu plus emmerdants que des gens nommés. Mais ce qui m'intéresse, c'est que pour moi, il y a vraiment deux types de leaders. Il y a ceux qui tiennent leur pouvoir de leur fonction et ceux qui donnent leur pouvoir à la fonction. Et ce qui fait la puissance d'un pays, c'est de réduire le nombre de gens qui tiennent leur pouvoir de leur fonction et d'augmenter le nombre de gens qui sont capables d'apporter leur puissance à leur fonction. Et dans nos zèbres, on en a des tripotés qui sont puissants. On a plein de problèmes d'organisation en ce moment. On va les surmonter parce qu'in fine, de mois en mois, de crise en crise, les gens finissent par se rendre compte qu'une marque commune permet une négociation plus forte avec les territoires. Que les politiques ont également besoin d'un retour d'image au moment où ils signent, qu'au fond, les gens qui gèrent les régions sont habitués à la distribution des régions ou des territoires, rarement à faire de l'assemblage. Donc au fond, ça les arrange que quelqu'un veuille bien le faire. Parce qu'ils ne savent pas le faire. Ils ne sont pas de mauvaise foi. C'est pas facile. Et ce type de compétences, ils ne les ont que rarement dans leurs équipes. En fait, ils n'ont jamais pensé comme ça, puisqu'en général, ils ont pensé par dossier qu'on instruit. On donne ou pas une subvention. Mais pas, est-ce que je fais 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. Au fond, ils n'ont pas d'analyse stratégique de l'apport de la société. Ils ont l'habitude du guichet. Rarement de l'évaluation. C'est pas très bien foutu. Nous, on n'en est pas là. Mais on a nos maladies infantiles, mais je sais à peu près où on va aller. C'est-à-dire que pour moi, à terme, il faut doter le pays d'une organisation très souple, capable de s'engueuler, capable de vivre avec des tensions, mais capable, à terme, de fabriquer des packages. De la lutte commune. Faire un pack de rugby sur chaque thématique. Et un jour, j'ai eu une conversation avec un type absolument extraordinaire qui était le chef des flics à Chicago et qui me montrait un énorme livre qui était la totalité de leur programme pour lutter contre la délinquance juvénile. Et quand on feuilletait, c'était invraisemblable, le nombre de trucs. Et je lui ai dit, mais il n'y en a pas trop. Et le type me répond, les gens sont différents.
On ne va pas tous les faire passer dans le même programme. Nos jeunes sont différents. Il y en a qui passeront dans des trucs de sport, il y en a qui passeront dans des... Bon. Et je ne vois pas comment on peut encore penser raisonnablement qu'une solution technocratique venue d'en haut a la moindre chance de réparer la complexité de la société. Ça me paraît farfelu, hautement délirant, entretenu par tous nos médias. Il y aurait des grandes solutions disponibles dans les valises des partis. Est-ce que, Alexandre, est-ce qu'on peut maintenant... Il n'y a pas. Est-ce qu'on peut maintenant, parce que vous m'avez dit 40 minutes, Boum. ça y est, on les a. Vous m'avez dit après que vous vouliez partir parce que vous avez les enfants. Oui, j'ai les enfants. On ne laisse pas ses enfants sur le J'en ai trottoir. plein. Vous avez raison. Alors, vous avez devant vous un certain nombre de gens qui sont des représentants qui ont des fondations sous notre égide. On abrite des fondateurs. Donc vous avez devant vous des gens qui sont plutôt des faiseux. C'est des gens qui, à la limite, parce qu'ils ont un peu de moyens, certes, mais au lieu d'aller voyager à travers le monde, se disent, finalement, ces moyens-là, moi, je les mets dans des programmes concrets. Et non seulement je verse de l'argent, il y a plein de gens qui versent de l'argent à des associations, mais là, je vais m'impliquer dans mes projets. Donc je trouverais intéressant qu'il y ait quelques questions pour que ça puisse aussi alimenter votre réflexion. Et je dirais que je comprends votre point de vue, mais vous êtes dans une société qui, depuis la sécurité sociale, 1945, a appris à lutter contre la pauvreté par des grands programmes, par des mesures extrêmement générales, qui ont marché. Oui, à un moment donné. À un moment, ça a marché. À un moment donné, ça a marché. Donc voilà, c'est simplement pour dire, attention, jusqu'où on peut opposer deux systèmes. Non, voilà. Mais je donne la parole à la salle. Est-ce que Jean-Marie ou... Ah. Alors, vous pouvez vous présenter, comme ça ce sera plus facile. Bonjour, je suis Isabelle Bouzou, une petite fondation qui s'appelle Braja, qui est hébergée à la Fondation Caritas. Pour les différents problèmes que vous avez identifiés en France, à votre avis, quel est le bon échelon d'intervention? C'est la commune, c'est le département, quel est au niveau des pouvoirs publics pour pouvoir faire bouger les choses? Je ne suis pas sûr qu'on puisse répondre. Il y a véritablement des sujets qui doivent être traités en tout petit. La ruralité, c'est un monde à part. C'est vraiment un monde à part. Je suis toujours fasciné quand les gens disent il y a un échelon en trop, il faut virer les départements, il faut... Là, vous allez faire plaisir au préfet si vous gardez les départements. Non, c'est que j'ai vu des territoires en France où il est raisonnable de les garder. Des territoires où ça n'a aucun sens. Or, notre bon cartésianisme qui voudrait mettre de l'ordre est criminel. Ne tient pas compte. Je pense qu'il vaut mieux faire confiance au maximum en la logique des élus locaux. C'est-à-dire que ce type de réponse, il vaut mieux discuter avec eux. Il y a vraiment des zones où les logiques d'agglo sont très bénéfiques et des zones où c'est cataclysmique. Les obligations qu'on a créées pour les communes de se regrouper aboutissent à des aberrations dans certains endroits où il faut faire 25 km parce que pour agréger un nombre de populations. Donc je n'ai pas de réponse aussi formatée. Ensuite, ça dépend de l'opérateur que vous voulez soutenir. Ça dépend comment cet opérateur lui-même est structuré. Lire et faire lire, on est structuré au niveau des départements, parce que les ligues et les UDAF sont départementales. Si vous voulez casser et réorganiser tout mon système, vous allez perdre une énergie inouïe. Donc là, il vaut mieux partir des départements. C'est un gain de temps. Je crois qu'il faut véritablement être d'une absolue souplesse, à la fois sur le choix des partenaires, et puis tenir compte constamment de la structuration même de l'opérateur. Oui. En tout cas, c'est l'expérience que j'en ai, quoi. Le programme François Dufour, Fondation Luc Espérance.
Le programme Mona Lisa Oui, c'est magnifique. répond un peu. Le programme Mona Lisa, en fait, qui est une initiative, je ne sais pas comment dire, gouvernementale. Oui, Non, qui est enfin, porté par. mais fonctionne pas mal, ça. Oui, mais dans la réalité, c'était de l'habillage gouvernemental. Dans la réalité, il y avait un vrai opérateur au départ qui a mouillé la chemise et qui ensuite ont fait venir un ministre sur la photo. Mais en vrai, il y avait quelqu'un qui voulait quelque chose. Et celui qui porte ça a une force motrice. C'est le général. Tout le monde sait ce que c'est que Mona Lisa parce que. Non, C'est un magnifique programme. Il faut peut-être en dire juste un mot. C'est surtout un programme qui a vocation à faire des petits dans d'autres... une multitude. Peut-être que tu expliquerais mieux que moi. C'est une vas-y, plateforme, en fait. C'est Oui, une plateforme qui réunit toutes les associations, qui interviennent dans le domaine de la solitude des personnes âgées, Oui, je tout à crois, fait. essentiellement. Oui. Et c'est important que tous les acteurs puissent se parler, se réunir et aller dans le même sens. Oui, parce que pour prendre en charge une personne âgée, suivant les moments, il faut plusieurs acteurs. Et souvent, il n'y avait pas de coordination. C'est surtout une pratique, Mona Lisa, qui s'incarne à travers plein de réseaux. Et c'est ça qui est très intelligent. Mais c'est vraiment... j'ai oublié son prénom. Jean-François Serre. Jean-François Serre. Ouais. C'est vraiment Jean-François Serre est le penseur de cette stratégie. Les petits frères des pauvres, pour Oui. ceux qui ne le connaissent pas. Et l'initiateur, et puis il le vit. C'est un sens incroyable lorsqu'on l'écoute. Mais voilà, typiquement, je pense qu'il vaudrait mieux aider Jean-François Serre dans son action que de demander à un ministre d'aller s'en occuper. Parce que c'est pas sérieux quoi, d'aller demander à un ministre. En pratique, lui, il se lève le matin en y pensant. Quoi. Il vibre. Donc il peut embarquer des réseaux. Donc c'est une force motrice. C'est ça, mais pour revenir un peu à ma question de tout à l'heure, c'est-à-dire que moi, je ne vais pas me mettre à défendre l'État, mais en même temps, on sait ce que c'est que des sociétés sans État. Il faut un Jean-François Serre pour pouvoir développer un système. Il faut multiplier Jean-François Serre. Et il faut aussi, à mon avis, un État qui permette cette action et qui la garantisse, qui la protège. C'est en ça où aujourd'hui, on n'a pas trouvé toujours cette complémentarité. La co-construction reste compliquée. Voilà. Parce qu'in fine, la culture jacobine débarque et à un moment ne fait pas confiance. C'est terrible. C'est terrible parce que c'est pas que les gens veulent mal faire. C'est comme s'il y avait une espèce et puis d'habitude de la soumission de nos opérateurs. Je suis frappé par la dignité puissante de nos opérateurs et leur réputation devant les officiels. Ils sont la noblesse. Ils sont la grandeur. Et je ne sais pas pourquoi, on reste un peuple soumis. Quand on arrive avec des opérateurs de l'éducation, de lire et faire lire, qui ont remporté de grandes victoires pour le pays, ça rentre dans le bureau du ministre et ça s'efface. Et à un moment, je ne comprends pas cette absence de fierté des opérateurs. Il y a un vrai problème culturel. Alors, il ne s'agit pas d'abaisser l'État. Il s'agit simplement de reconnaître la prééminence du praticien et la valeur fondamentale du praticien. Et c'est un véritable problème dans toutes nos structures. Nous sommes les héritiers de ce jacobinisme, qui a fonctionné en plus. Il ne s'agit pas de dire que ça n'a jamais fonctionné. Il ne s'agit pas non plus d'imaginer une société sans État. Mais la force de traction doit être l'acte de confiance dans la société. Pour l'instant, on n'y est pas. On n'y est pas et c'est comme si nous ne parvenions pas à l'état, à l'âge adulte, dans nos rapports avec la puissance publique. Alors que Dieu sait que tous nos programmes, on n'a pas à leur faire la leçon.
Serre, c'est vraiment un type à qui et le nombre de rapports à la con que l'on doit remplir, de paperasserie imbécile. Et puis en plus, la puissance publique, l'énorme problème, moi je le sais avec Lire et Faire Lire, et je le sais avec l'ensemble de mes programmes, une date de paiement n'est jamais respectée. La signature d'un ministre en France, c'est une plaisanterie. Le nombre de fois où j'ai eu des conventions où les paiements arrivaient 2 ans plus tard. C'est-à-dire que, aussi, le vrai problème, c'est que la puissance publique n'est pas fiable. N'est véritablement pas fiable en tant que payeur. Et après, on doit quand même faire fonctionner nos structures dans un rapport où... or, si l'État plaisante avec les dates, on a quand même un gros souci. C'est-à-dire qu'en fait, la date politique est constamment contredite par un payeur qui représente Bercy. Alors peut-être une autre question. Ah oui. Alors notre président, Dominique Dubois. Ma question est, dans le fond, vous êtes parti d'initiatives de terrain que vous fédérez et vous avez comme ambition de rassembler des personnes. Et comment faire pour éviter qu'en grandissant, dans le fond, ce réseau de personnes, d'associations, ne s'enlise en quelque sorte. Donc, quelles règles se donner pour éviter de reproduire un phénomène bureaucratique, quoi. Alors, avoir une logique territoriale. Il faut que les bouquets aient des bouquets d'action et une logique territoriale. Sinon, on délire. Parce que très rapidement, on s'enlise dans des... Il faut vraiment avoir une logique de coopération territoriale. Et au fond... Tel programme peut très bien coopérer avec d'autres en Aquitaine, pas forcément bien en Alsace. Pas grave. Il faut prendre ce qu'il y a à prendre. Mais je pense que la seule approche raisonnable, c'est une approche territoriale. On va prendre une autre question. Alors, présentez-vous. Donc, Miguel de Souza, Fondation Anjou Logement Solidaire. Vous avez dit tout à l'heure que la puissance publique avait l'habitude de distribuer des aides plutôt que d'assembler. Oui. Mais il me semble que c'est un peu pire que ça, c'est-à-dire qu'ils ont l'habitude de saupoudrer et de construire aussi du pouvoir, oui. Et de pouvoir maîtriser. Alors, ma question, c'était comment est-ce que vous arrivez à dépasser cette... vous disiez la fonction fait le pouvoir des personnes. Comment vous arrivez à gérer cette difficulté-là? Parce que vous avez bien dit qu'il y avait aussi un problème de confiance de ces gens-là vis-à-vis des gens de terrain. Oui. Mais il y a... Enfin, moi, je me suis souvent frotté à ça. Saupoudre. Et pire que ça, c'est-à-dire que c'est un outil de pouvoir. Oui. C'est-à-dire que vous n'êtes plus un partenaire, vous êtes un opérateur. Oui. Et la soumission, c'est le seul mode de fonctionnement qui est toléré. Alors, comment on peut renverser ça? Je ne pense pas sérieusement que ça puisse se faire poliment. Je pense que c'est dans un rapport de force. Pendant des années, j'ai fait partie de ceux qui quémandaient. J'ai fait ça pendant 15 ans. Je n'y crois plus. Je pense que c'est si profond ce que vous décrivez. Au fond, ce rapport de sujétion, il est un parfait scandale qu'aucun ministre n'ait proposé à Lire et Faire Lire l'extension à toutes les écoles maternelles et primaires. Alors qu'on s'occupe déjà de 650 000 enfants. C'est un pur scandale. Or, la logique de saupoudrage, pour ne pas parler de clientélisme, et puis de sujétion. On ne va pas créer un système trop puissant. C'est un pur scandale. Or, je pense que c'est si profond. C'est-à-dire que ce n'est même pas une directive voulue par un président. Ça transpire dans l'appareil public. L'habitude de la domination. Or, le contraire de l'amour, c'est le pouvoir. C'est vraiment le pouvoir. C'est le diable.
Et cette culture du pouvoir, et c'est très compliqué de le... Donc, c'est la raison pour laquelle moi, mais je ne vais pas en parler ce soir, j'ai des engagements civiques forts. Parce que je ne pense pas que très poliment, en continuant à tendre la sébille humblement, je ne pense pas que les systèmes se réformeront. Parce qu'ils sont empreints de cette culture-là. Donc, j'espère à un moment, par mon action, arriver à un accord politique. Pour qu'on dote la France de 100 à 200 programmes puissants, non saupoudrés. Je vais prendre un exemple. Dans les zèbres, on a un opérateur extraordinaire qui s'appelle WeMove, qui est un opérateur de premier plan, qui règle la question du transport, de la mobilité pour les chômeurs, qui est le principal frein. S'il y a du boulot à 20 km, mais que le type ou la fille n'a pas de voiture, n'a pas de mode... Vous pouvez relancer toute la macroéconomie que vous voulez, changer toutes les lois à Paris, s'il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de voiture. Bon. Donc WeMove a créé déjà 25 plateformes régionales. On envoie les gens qui sont suivis par des associations d'insertion, ils ont un entretien qui dure 1 heure, 1 heure et demie, et dans 80% des cas, on trouve une solution mobilité. Ils ont un couteau suisse de solution. L'équipe qui dirige ça est exemplaire. Ça fait vraiment partie de nos meilleurs zèbres. Pour l'instant, ils se battent territoire par territoire pour trouver des financements. Il est du dernier scandale que la France ne fasse pas, avec WeMove, un contrat de service public. Compte tenu de la complexité des questions et de la finesse de leurs solutions, l'intérêt supérieur du pays, c'est que WeMove devienne un opérateur de premier plan. Je sais que ça ne fait partie d'aucun des programmes présidentiels. D'abord, ils ne connaissent pas, parce qu'ils ne sont pas montés comme ça. Donc, quand ils construisent un programme, ils partent, la technostructure qui est derrière fonctionne à partir de dispositifs, et non pas d'opérateurs. C'est que le schéma mental est vrillé au départ. Et ensuite, dans le meilleur des cas, on fait un dispositif et on va demander aux opérateurs de rentrer dans les dispositifs. Or, ce système qui marche sur la tête, c'est-à-dire l'énorme créativité de la société, que vous constatez, que vous mesurez, que pour l'instant ne fonctionne pas à plein rendement parce qu'on a une manne publique qui est pilotée par des gens qui fonctionnent absolument à l'envers. Dans l'irrespect des gens qui font, avec cette logique de saupoudrage et de domination. Donc je pense que c'est par un accord politique assez violent. J'emploie des termes qui sont désagréables, parce qu'on préférerait être dans un monde où les cœurs s'ouvrent, où l'intelligence prédomine, mais ce n'est pas forcément possible. Et c'est vrai que, par exemple, un programme comme Mona Lisa, l'intérêt supérieur du pays, c'est qu'il se développe. Et pas en faisant des petites photos avec une ministre, mais avec un contrat sérieux d'extension. Et un acte de confiance. C'est-à-dire, quand on rencontre Serre, pour le soupçonner du moindre détournement, il faut être un demi-fou, quoi. Toute sa vie, tout ce qu'il est, tout ce qui émane de lui, toutes ses valeurs, il faut lui faire confiance, quoi. Mais ça interroge beaucoup le monde associatif, parce que là, nous sommes avec la Fondation Caritas, mais on est dans le grand groupe du Secours catholique. Oui. Et ce qui me frappe, c'est que j'étais ce matin avec un de mes copains, qui est Patrick Doutreline de la Fondation Abbé Pierre, enfin qui était, parce qu'il a pris sa retraite, et on se rappelait des souvenirs d'anciens combattants, et on se rappelait nos visites chez les différents ministres de gauche et de droite, où on allait plaider les rapports, lui de la Fondation d'Abbé Pierre, et moi ceux du Secours catholique, et où on était écoutés extrêmement poliment. Oui. Et en même temps, je ressortais de là en me disant... ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Si on avait un quart d'heure de plus, je vous raconterai ma visite un jour chez Poncelet, qui était président du Sénat, et chez Debré le lendemain. C'était à mourir de rire comme conversation, alors que je venais avec un rapport sérieux. Voilà. Et donc, ce qui m'a frappé, c'est que les Don Quichotte, qui sont aussi des faiseux à une époque,
qui ont commencé à mettre le bazar médiatique Ont obtenu plus vite les choses. ont obtenu les choses plus vite que nous. Donc ça veut dire que dans un monde associatif avec des gens sérieux, qui font des rapports sérieux, le Secours catholique a fait l'année dernière un rapport sur la mobilité, exactement ce que vous dites. Cette année, il a sorti un rapport remarquable, c'est son 35e rapport ou 34e sur l'état de la pauvreté en France. On est écouté poliment. Poliment. Eh bien, je ne vais pas vous demander de me soutenir, mais je vais vous soutenir. Oui, mais C'est-à-dire parce qu'à un moment donné, si des mouvements de citoyens ne prennent pas sous leur aile les gens qui bossent sérieusement, ce ne sont pas les partis qui vont le faire. C'est terrible comme constat. Je veux dire, et encore, je ne pense même pas qu'il y a un méchant quelque part. Non, c'est plus compliqué. Voilà, c'est beaucoup plus systémique. C'est-à-dire, ce sont des problèmes lourds, culturels. Donc on vous reçoit poliment. Et maintenant, le politique fonctionne à la peur. Les Don Quichotte ont fait plus bouger parce qu'ils étaient dans les 20 heures. Ce qui est ahurissant. Je veux dire, par rapport au sérieux des équipes que vous connaissez. Quoi. On marche sur la tête, dans l'intérêt des gens. Bien sûr. Si on ne pense qu'à l'intérêt des gens, alors, il s'agit quand même de ça. Donc, alors, dans nos mouvements, ce qui est très compliqué dans le genre d'aventure que je suis en train de mener, c'est que tous nos mouvements vivent du système. Donc, quand vous leur dites, est-ce qu'on peut être un peu courageux ? Tout le monde est aux abonnés absents. Et quand j'arrive, on me dit, parle pas de ça. Parce qu'on est habitué à la soumission. Et puis, nos systèmes sont fragiles. Et on sait qu'on a derrière nous des gens fragiles. Donc on est prêt jusqu'à un certain point à entrer dans la zone de risque, parce qu'on sait aussi qu'on a des gens qui dépendent de nous. Quoi. Donc, par exemple, WeMove, qui est vraiment un opérateur dont le pays a besoin, dont tous ces gens ont absolument besoin. Je ne leur demanderai jamais de passer sur le devant de nos combats, parce que je ne veux pas que leurs financements locaux puissent faire l'objet de rétorsions politiques. Mais dans l'intérêt des gens. En revanche, tout ce qu'on pourra monter comme lobbying et comme pression, on le fera pour eux. C'est pour ça que quand je vous dis « je ne vous demande rien », je sais trop à quel point toutes nos économies sont fragiles. Et qu'il ne s'agit pas de mettre en danger des systèmes déjà précaires et qui sont fondamentaux pour un nombre... Donc je pense que ce sont des mouvements de citoyens qui doivent faire bouger ça et qui doivent, avec les élus locaux, parce que dans nos mouvements, la Maison des citoyens, on jonctionne, on va avancer de pair avec les élus locaux. Parce qu'en fait, la révolte des élus locaux est équivalente. 80% des élus locaux en France sont des gens bénévoles. En fait, ce sont des militants associatifs, dans les faits. Dans leur mode de vie, ce sont des gens qui prennent soin des autres. Donc on est en train d'organiser tout ça. Je ne sais pas si je vais y parvenir, mais moralement, je pense que je dois le faire. Je pense qu'il faut le faire, sinon les effets de système font qu'on va se retrouver avec des rapports exemplaires, des opérateurs exemplaires, le saupoudrage systématique, les rendez-vous polis, avec des conversations de ronds de jambes alors que vous arrivez avec des vrais sujets, quoi. Et est-ce que tu penses, par du travail, donc, est-ce que tu penses... Allô ? Ah oui, Jean-François Rambicure, Fondation Arcéal, et ami d'Alexandre. Est-ce que tu ne penses pas que la bonté des mouvements citoyens et les résultats que tu obtiens, qu'on va obtenir dans les différentes actions, plus la poussée des élus locaux, donc tu citais les maires ruraux, oui. Tu es en train de signer avec 2 grandes régions, c'est-à-dire que les grands hommes politiques qui ont sillonné le terrain, Xavier Bertrand comme toi là-bas dans le Nord, Estrosi en PACA, ils se sont rendus compte qu'il y avait quand même un problème, puisqu'ils acceptent les zèbres, ils encouragent les zèbres et ils soutiennent. Est-ce que tu penses qu'il n'y a pas là un moyen d'envahir les partis et d'aider les partis à bousculer les structures technocratiques ?
J'y crois pas. Sincèrement, j'y crois pas. C'est-à-dire que je pense que s'il n'y a pas un rapport de force, ce sont des gens qui sont habitués à arbitrer des rapports de force. Nous représentons des gens qui n'ont pas de force. Par définition. On se bat pour des gens qui n'en ont... Sinon, on ne ferait pas tout ce qu'on fait. Donc, je sais qu'à un moment donné... Alors, ce qui est très compliqué, c'est que nous ne sommes pas nés de ce type de culture. C'est-à-dire qu'on est né d'une culture relativement de la conciliation, du... C'est pas dans nos... Dans nos gènes. Oui, c'est pas dans nos gènes. Mais... Vous n'arrivez pas à faire rêver un peu les sachants que vous rencontrez, ceux qui ont le pouvoir, déclencher chez eux passion et utopie? Parce que vous avez le talent oratoire. Je pense sincèrement... Ils ont un cœur et ils ont en eux-mêmes... Ça me paraît pas évident. Parce qu'ils ne sont pas foutus à ce point-là, quand même. Non, mais eux-mêmes sont attrapés dans des systèmes. Oui, mais c'est quoi? C'est le pognon de pouvoir? C'est quoi? Je pense qu'ils sont bloqués eux-mêmes dans des systèmes qui ont des logiques. Je ne pense pas que les gens soient intrinsèquement méchants individuellement. Et puis ensuite, il y a une culture. J'ai participé, peut-être bon nombre d'entre vous, à des tas de commissions où vous avez un type du Conseil d'État en bout de table. Et il y a une culture de l'arrondi, du saupoudrage, du on avance par étapes. On a l'air d'un fou si on est un peu excessif. C'est une culture de gens protégés, alors que la société ne peut plus l'être. Je me souviens un jour, j'étais dans une commission où on travaillait pour l'avenir de la librairie. Il y avait clairement un point qu'il fallait régler. La question de la livraison et du délai pour qu'un livre arrive en librairie pour que ce soit compétitif avec Amazon. C'est vital. Si on n'arrive pas à régler ce problème-là, les gens vont continuer à aller vers Amazon. Bon. Donc, à un moment, je suggère qu'on mette le paquet pour résoudre et aider les distributeurs à garantir un délai pour que si on n'a pas le bouquin en librairie, on l'ait à la maison le lendemain livré. Pour rétablir... Bon. Le type me dit, Monsieur Jardin, vous êtes un peu excessif. On ne va quand même pas couper là. Je dis, non, vous avez raison, attendons que ça crève. Les libraires peuvent attendre. La concurrence, c'est lundi. Et c'est lundi que les gens vont commander sur Amazon. Et je voyais bien que je parlais à quelqu'un qui était dans une sphère mentale où les délais, une certaine rondeur, mais sauf que la société est en train de dévisser, quoi. Le secteur de la librairie est en train de dévisser. Donc, le rapport au temps de la puissance publique et de la haute fonction publique n'est pas le rapport au temps des gens. Le temps, ils sont dans un autre temps. Dans un temps où entre le début d'une discussion d'une loi et le moindre décret d'application en France s'écoule 3 années. On sait très bien que les publics dont on s'occupe ne peuvent pas attendre 3 années. Les gens sont dans une urgence. C'est pour ça que tous nos faiseux, je leur fais confiance, parce qu'eux vivent dans un temps réel. Ils sont dans une appréhension du temps qui correspond aux autres êtres humains. Pardon. Est-ce qu'il n'y a pas eu petit à petit une absence, une érosion des contre-pouvoirs? Clairement. Et que toutes les plaidoyers qu'on peut avoir dans les associations, etc., ne constituent plus des contre-pouvoirs. Les rapports qui sortent ne sont plus en soi des contre-pouvoirs. En 1954, ils choquaient, ils étaient des contre-pouvoirs, ils interpellaient la puissance publique, et qu'à l'heure actuelle, on sort des rapports qui n'interpellent plus personne. Ces contre-pouvoirs se sont complètement érodés. Et ceux qui existent, il en existe certains, n'ont pratiquement plus aucune efficacité. Je vais vous faire une proposition très simple. Le rapport sur la grande pauvreté. Le 2 décembre, il y a plein de programmes. On fait un Facebook Live géant, place Clichy au Véplay. Les maires ruraux viennent, les médecins, les femmes élues, plein de programmes viennent. On fait un Facebook Live, c'est très simple. On sort un téléphone, le mien,
Et on va tous dire ce qui nous paraît extrêmement important. Il y aura des centaines et des centaines de gens place Clichy. Je pense qu'on va bloquer la place. Je pense qu'on fera les 20 heures. Je pense que l'audience de ce Facebook Live allumera le feu. Et s'il y a 5 à 10 millions de vues sur Facebook, on ira plus vite. Mais ça suppose d'allumer le feu de manière... Ce qui est terrifiant, c'est que vous travaillez sur des rapports monstrueusement justes, en pesant au trébuchet de chaque... Et après, vous vous retrouvez dans des systèmes qui sont... Donc, je pense que s'il n'y a pas un moment un peu de passion, quoi, on va se retrouver dans l'endormissement général, avec l'actu qui va s'occuper de la dernière petite phrase imbécile sur le pain au chocolat, enfin, sur rien, quoi. Surprise unique. Oui, voilà. Enfin, peu importe, il y en aura une la semaine prochaine. Pendant que vous travaillez sur vos rapports monstrueusement sérieux. Ça, c'est la vocation de BBZ. Oui. Non, ça, c'est la vocation de mon mouvement, la Maison des Citoyens. La Maison des Citoyens. Je ne veux pas exposer Bleu, Blanc, Zèbre, parce que je ne veux pas exposer des structures qui peuvent avoir des rétorsions politiques. Donc je me suis retiré de la présidence de Bleu, Blanc, Zèbre par protection. Mais évidemment, je me lève tous les matins en y pensant. Bon. Mais je pense également que si nous ne convergeons pas dans notre appui, les médecins vont rester isolés, Or, les médecins ont 1000 problèmes en face de l'administration. Les agences régionales sont totalement technocratisées. L'autre jour, j'avais affaire à des infirmières qui faisaient grève à Villers-le-Bel parce que l'établissement, on leur avait dit de le fermer à telle date. C'est un établissement de fin de vie. Pourquoi pas? On peut gérer, on peut... Mais je dis, quel est le problème? Elles m'ont dit, mais on a reçu une date de fermeture. Mais sauf que nos patients ne sont pas morts. Ah, zut. Et les dames me disaient, on les tue, on les met sur le trottoir. Elles étaient dans une situation ubuesque, mais ubuesque. Donc je ne savais pas quoi. Au début, j'avais du mal à croire que ce soit absolument vrai. Si, c'était vrai. Il y avait une circulaire qui était sortie de quelqu'un de complètement hors sol, qui ne savait pas que les gens ne mourraient pas à date fixe. Au 1er novembre, il vivait encore. Bon, donc, Alexandre, j'avais promis de vous libérer. Oui, parce que la nounou doit partir. La nounou doit partir. Mais je vous propose, si vous voulez venir défendre, je sais que le 2 décembre, il y aura Place Clichy. Vous avez mon numéro de portable. Vous m'appelez si vous voulez venir, et venez nombreux. Mais à un moment, il faut se battre. Il faut se battre. Ça ne va pas se faire poliment. Ces gens sont dans d'autres urgences que nos programmes, en fait. Et alors, ce que je dis, je sais que quand je serai sorti, plein d'entre vous se diront, voilà, il est un peu agité. Non, moi, je me le suis dit avant que vous arriviez. Je me suis dit, pourvu qu'il ne soit pas trop agité. Et alors, ce qui m'impressionne ce soir, enfin, je vous donne mon sentiment, c'est que vous me paraissez être tout à fait crédible, dans la mesure où, si vous nous aviez tenu ce discours-là, que vous venez de nous tenir, sans avoir jamais rien fait vous-même, oui, il y aura un problème. Là, j'aurais dit, il est vraiment très agité. Oui. Mais j'ai plutôt une forme de respect par rapport à votre engagement, parce que sur la lecture, j'ai bien compris ce combat qui est parti de Brest. Les Bretons sont toujours des gens sympathiques. Voilà, j'ai quelques racines, mais des gens qui sont partis vous êtes partis d'une expérience, oui, et vous avez réussi à la dupliquer comme personne n'a réussi à dupliquer une expérience dans le monde associatif, à ce point et aussi vite. Et ça me touche d'autant plus que tout le monde le sait, que nous avons encore 9% d'une classe d'âge qui sort sans aucun diplôme et formation. Et moi qui fréquente quelques lieux comme des prisons, je vois aussi des gens qui sont en troisième, qui ont arrêté leurs études en troisième et qui ne savent pas écrire.
Donc je crois effectivement que la lecture, l'apprentissage, etc., c'est la clé de voûte, c'est ce qui construit un homme. Non, moi je voudrais vraiment vous remercier au nom de la Fondation Caritas, du Secours catholique, parce que nous sommes aussi très attachés à cette maison de Secours catholique, vous remercier vraiment profondément, parce qu'effectivement vous nous encouragez. Vous êtes en train de nous dire que finalement, si nous croyons encore un peu plus à nos actions de terrain, et si nous arrivons encore un peu plus à nous mettre ensemble et à pousser des assemblages, nous pouvons sans doute faire reculer l'inertie, la pauvreté sans doute, mais aussi redonner de l'espoir. Parce que je crois effectivement qu'au-delà d'un constat un peu pessimiste sur la fonction publique en général et sur notre organisation, demain, il y a des échéances qui sont quand même importantes pour nous. On ne fera pas de politique ce soir, mais il y a des échéances importantes. Je sillonne aussi un peu la France et je vois cette désespérance dans le monde rural. Je sais que les instituts de sondage ne se rendent pas compte de ça et que nos politiques non plus. Donc je vous dis simplement merci de nous avoir redonné de l'énergie et nous resterons en contact. Merci à vous. Bien. Bonne soirée.